Michel Salofkost, vous êtes animateur de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Et donc dans ce cadre, vous avez voyagé pendant 2 ans dans les écosystèmes innovants de la planète. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos recherches? Et peut-être tout d'abord, comment définir ce qu'est un écosystème innovant? Alors un écosystème innovant, c'est très difficile de le définir. Il n'y a pas de définition précise. D'autant plus que vous avez des écosystèmes innovants qui sont considérés en tant que tels par rapport à des lieux, et vous avez des écosystèmes innovants qui sont considérés en tant que tels par rapport à des types d'activités, par exemple les drones ou l'informatique. L'informatique dans le monde, c'est un écosystème innovant. Les gens qui travaillent dans ce domaine se connaissent, échangent, etc. et constituent en eux-mêmes un écosystème innovant. Par ailleurs, vous avez des endroits comme Palo Alto, là aussi au lieu de l'informatique, mais qui est un lieu. Donc les écosystèmes innovants, ça peut être des lieux ou ça peut être des systèmes en quelque sorte délocalisés. En quelque sorte. D'accord. Mais pour répondre plus précisément à votre question, dans le terme écosystème, il y a le terme système. C'est-à-dire qu'en fait, on étudie les interactions d'acteurs qui font faire que ces acteurs se transforment en système et deviennent même un écosystème au sens où il y a quelque part des questions liées à l'écologie, c'est-à-dire au fond la biodiversité, la diversité des acteurs, par exemple. Donc, d'où cette sorte de parallèle entre les écosystèmes de recherche humains et les écosystèmes vivants, les écosystèmes de la nature. Donc, il y a des parallèles qu'on peut faire, notamment la notion de diversité extrêmement importante. On le retrouve dans la nature. Pour qu'un écosystème biologique soit résilient, il faut qu'il soit très diversifié. Plus il est diversifié, plus il va être résilient. Et on retrouve un peu ces idées de diversité dans les écosystèmes humains liées à l'innovation. Voilà. Donc qu'est-ce qui rend un écosystème innovant? Alors ce qui rend un écosystème innovant, ben, c'est d'abord la propension qu'a cet écosystème à innover. Alors, on va dire qu'un écosystème est innovant s'il innove. Hein. C'est un peu une caractéristique. Qu'est-ce que innover? Alors, donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'innover. Alors, l'innovation se distingue de la création, parce que l'innovation, on considère que c'est une innovation lorsque c'est une création, mais qui est applicable. Vous voyez, on peut très bien créer et que ça ne soit absolument pas applicable. On peut inventer tel Léonard de Vinci, un hélicoptère qui ne volera jamais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moteur et donc on ne pouvait pas faire des... Il invente l'hélicoptère. Bon, c'est une invention, c'est une création, mais ce n'est pas une innovation. L'innovation, il faut qu'elle puisse être réappropriée par la société et qu'elle, d'une certaine manière, elle crée de la valeur pour tout le monde. C'est ça la différence. Et effectivement, alors tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a des écosystèmes ou des lieux ou des secteurs qui créent énormément d'innovation. Et alors c'est extrêmement intéressant parce que cette innovation génère des nouvelles activités et ça génère de l'emploi. Et comme tout le monde est à la recherche de nouveaux gisements d'emploi, eh bien, l'innovation est devenue, dans le monde entier, un enjeu stratégique. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant parce que pendant des millénaires, l'agriculture a employé 90% des êtres humains et cette agriculture était assez peu innovante, elle évoluait assez peu dans le temps, donc l'innovation était secondaire, était même peut-être dans certaines sociétés traditionnelles tout simplement mal vue. La personne innovante, surtout si son innovation était porteur d'une révolution sociétale, était mal vue parce qu'il remettait en cause l'ordre établi. Donc on a connu des sociétés dites traditionnelles très allergiques à toute forme d'innovation. On a connu après des sociétés modernes où l'innovation jouait déjà un rôle puisqu'il y avait la notion de progrès. Mais ce progrès, en fait, donnait sens à l'histoire, donnait sens à la société, mais
il était en quelque sorte incrémental. Enfin, c'était un progrès qui améliorait constamment les choses. Au XXe siècle, on a vécu dans cette sorte de religion du progrès qui améliorait les choses. Aujourd'hui, on voit des ruptures, on voit des sauts, on voit des croissances exponentielles. Et puis, à côté, des effondrements. Or, ces croissances, ces sauts, ces ruptures, elles sont liées à l'innovation et elles créent aux endroits où elles apparaissent des nouvelles opportunités et souvent de l'emploi. Et par rapport à cette question du progrès, justement, actuellement, dans notre époque, on peut se poser la question des externalités négatives, en fait, de l'innovation. Quel impact sur l'environnement? Et peut-être que ce qui caractérise notre époque, c'est vraiment la prise de conscience de l'appartenance à un écosystème planétaire, en fait. Oui, alors là, vous touchez à un point tout à fait essentiel, c'est qu'effectivement, il faut bien se rendre compte, et d'ailleurs la recherche qui s'est développée ces 30 dernières années en astronomie nous le montre, la planète Terre a la caractéristique tout à fait particulière, unique, pas unique de manière certaine, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de terre, on n'a pas encore trouvé, on commence à étudier des exoplanètes, enfin des planètes un peu similaires à la Terre, mais on se rend compte que finalement, d'abord elles sont très très loin, et il est inimaginable aujourd'hui d'arriver à voyager dans ces endroits qui sont extrêmement lointains. Mais on s'aperçoit que la Terre est justement d'abord un écosystème. C'est-à-dire que c'est un écosystème incroyablement riche où s'est développé évidemment les végétaux, après les animaux, et ensuite l'être humain. Et tout ça à cause de qualités qui ont permis la naissance de la vie et qui finalement s'avèrent pas du tout évidentes, ou même extrêmement improbables. Par exemple, c'est tout le problème d'aller sur Mars. So what? Oui, aller sur Mars, mais après, est-ce que c'est vivable? Et comment on parle de terraformer Mars, de transformer Mars en une Terre? C'est-à-dire, ça voudrait dire on va recréer un écosystème sur Mars qui permette le développement de l'homme. Aujourd'hui, la planète Terre est un écosystème exceptionnel, rare, à notre connaissance le seul de sa nature. Alors on en cherche d'autres. Si on en trouve un, ça va être très très loin et au-delà des distances qu'on peut parcourir. Donc il est très précieux. D'abord, déjà, c'est la reconnaissance du caractère extraordinairement précieux de notre écosystème biologique. Et à l'intérieur de ça, effectivement, on a su développer des écosystèmes humains, et notamment les villes dont on parlait dans une vidéo précédente. Mais ces écosystèmes humains, aujourd'hui, posent une question fondamentale, qui est leur externalité. C'est ce que vous expliquez. Externalité due tout simplement au foisonnement des êtres humains. L'être humain, qui était un mammifère parmi d'autres, est devenu un animal qui transforme massivement la planète. On parle d'anthropocène, c'est-à-dire d'époque essentiellement marquée par l'humain, c'est-à-dire c'est l'homme qui aujourd'hui est le principal vecteur de transformation de la planète. Donc c'est un cas complètement nouveau, et toute la question, c'est de savoir si l'homme va être capable d'imaginer un développement, certes économique, mais aussi social et écologique, qui soit durable. Tout à fait. D'où toute la problématique du développement durable. Complètement. Donc vous, en fait, dans vos livres, et notamment le management du 3e millénaire, vous avez en fait toute une pensée de l'évolution de l'humanité en termes culturels et d'organisation sociale et holistique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut-être préfigurerait dans les écosystèmes innovants de la planète peut-être éventuellement l'émergence d'une nouvelle civilisation qui pourrait nous permettre de fonctionner de manière harmonieuse avec notre environnement, notre planète Terre? Alors bon, je vous propose qu'on étudie cette question dans une prochaine vidéo, parce que là, je crois qu'on a atteint nos 10 minutes, mais je peux tout de même faire un tout petit teasing et dire qu'effectivement, ce que j'observe un peu partout dans le monde, en tout cas, c'est une évolution de la manière dont on manie la connaissance, dont on construit la connaissance, et l'extraordinaire développement de la pensée systémique. Alors on va explorer dans une prochaine vidéo
cette émergence de la pensée systémique, holistique, intégrale, qui me semble être au cœur des écosystèmes vivants du futur. Très bien. Merci, à tout de suite.